Bonjour, je suis Sidi Ali Salman et je vais vous présenter les travaux de recherche que j'ai effectués depuis novembre 2011 à propos de la détection et l'analyse de communautés dans les réseaux sociaux. Ces travaux ont été menés sous la direction de M. Omar Boussaïd et Mesdames Fadila Bentayeb et Rokia Missawi. Je débuterai la présentation en rappelant les problématiques et verrous scientifiques à la base de cette thèse, puis je ferai un très bref état de l'art avant ensuite de passer aux deux principales contributions de mes travaux, à savoir GNOME-FCA, une méthode de détection de communautés basée sur l'analyse formelle de concepts. Ensuite, Pétriard, un modèle de recommandation basé sur les règles d'association triadique, appliquées aux réseaux sociaux hétérogènes. Je conclurai en rappelant les publications liées à ces travaux et je discuterai des travaux en cours de réalisation. Un réseau est un ensemble d'éléments reliés les uns aux autres. Un réseau social est un ensemble d'entités sociales reliées par des liens d'interaction sociale. Par exemple, les liens d'amitié, de parenté, d'échange, de similarité de profil. Ils sont généralement modélisés par un graphe où les nœuds représentent les individus, les organisations, où les arêtes représentent les liens sociaux entre les individus, comme on peut le voir sur ce slide. Il existe beaucoup de réseaux sociaux dans différents domaines. On peut citer dans le web, Facebook ou Twitter, dans la recherche scientifique, les réseaux de co-auteurs et de citations, dans la biologie, les réseaux de neurones, de protéines, dans les transports, les réseaux d'aéroports, de métro et de bus, et bien d'autres. Sur ce slide, le graphe à gauche représente un graphe de page web, où les sommets sont des pages web et les arcs sont des liens hypertextes. Le graphe de droite illustre un graphe de collaboration scientifique, où les sommets sont des articles et les liens sont les citations, entre auteurs. On remarque sur ces deux graphiques la présence de zones denses, dites communautés. La plupart des chercheurs dans ce domaine se restreignent à donner des définitions plutôt structurelles et sémantiques. Par contre, aucune définition formelle en accord avec l'ensemble des chercheurs n'est donnée à ce jour. Ce problème de non-formalisation de la définition des communautés dans les réseaux a été soulevé dans plusieurs travaux de la littérature. La définition commune qu'on trouve dans la plupart des papiers de recherche dans ce domaine est la suivante. Les communautés sont un groupe de nœuds qui ont plus de liens entre eux qu'avec le reste du graphe. Nous allons donner ici deux définitions des communautés, l'une sémantique et l'autre structurelle. Définition sémantique. Une communauté est un ensemble de nœuds qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Cette définition est intuitive dans le sens où les individus ont tendance à bâtir des liens et à se mettre dans les mêmes groupes avec les individus qui ont les mêmes intérêts. Les travaux de la partie analyse de communauté se basent sur cette définition pour comprendre et expliquer le comportement des réseaux étudiés. La définition structurelle, une communauté est un ensemble de nœuds fortement liés entre eux et faiblement liés avec les autres nœuds du graphe. Comme le montre la figure, une communauté peut être vue comme des groupes de nœuds qui partagent beaucoup de liens entre eux, mais très peu avec le reste des nœuds du graphe. Dans la partie détection de communauté, les approches proposées s'appuient sur cette définition structurelle pour identifier les communautés dans les réseaux. Dans un réseau social typique, il existe toujours des relations diverses entre les individus, telles que les relations d'amitié, relations d'affaires ou encore les relations d'intérêt commun. Prenons l'exemple de la toile d'Internet, sur cette figure qui représente un énorme réseau social. Pour modéliser un tel réseau, beaucoup de travaux ont été proposés sur l'analyse de liens. Une page Internet est représentée par un nœud et deux pages sont liées l'une à l'autre s'il existe un lien hypertexte entre elles. Une fois le graphe de la toile d'Internet construit, l'analyse des liens et les algorithmes de partitionnement peuvent être appliqués pour identifier des communautés. Dans ces types de réseaux dits hétérogènes, du fait de l'hétérogénéité des acteurs qui les composent, donc, les approches de partitionnement vont considérer qu'un groupe de pages qui compte de nombreux liens entre elles peut constituer une communauté de pages web qui traitent des mêmes sujets.
Les approches qui analysent les liens exploitent quant à elles la sémantique et le contenu des liens entre les pages pour former les groupes de pages. Rassembler les pages du même sujet en communauté permet de faciliter et d'accélérer le processus d'indexation et de réponse aux requêtes. Cela peut également servir à la recommandation de requêtes à utilisateurs et aux communautés d'utilisateurs, voire même prédire leurs prochaines requêtes. Les domaines de recherche au sein des réseaux sociaux sont à la fois variés et complémentaires. Les communautés décrivent la structure des réseaux d'un point de vue macroscopique et en regroupant les nœuds qui ont éventuellement des rôles similaires. Parmi ces domaines de recherche, en voici quelques-uns qui s'inscrivent dans le cadre de nos travaux. La recommandation. Les systèmes de recommandation ont pour vocation de fournir une expérience globale personnalisée à l'utilisateur en prenant en compte les besoins et les préférences et les caractéristiques d'un utilisateur ou d'une communauté d'utilisateurs. Un autre domaine, c'est la visualisation. C'est aussi un moyen reconnu comme étant utile à l'analyse de données. La majorité des outils de visualisation de graphes tentent de le représenter au mieux graphiquement, mais sont dans l'incapacité de traiter dans des graphes de grande taille, tels que les réseaux sociaux étendus. On peut voir sur l'exemple de la figure comment la visualisation d'un même graphe au niveau des communautés est meilleure que sa visualisation dans son état naturel. Ainsi, l'homme ne peut pas distinguer éventuellement les structures communautaires dans le graphe initial. Par contre, dans le graphe réorganisé, on peut voir les différentes communautés qui existent. Un autre domaine de recherche, c'est l'analyse de la structure des réseaux. En effet, la grande taille et la complexité naturelle des graphes de terrain sont les principaux obstacles à la compréhension de leur structure. Par exemple, Facebook a 1 milliard d'utilisateurs actifs. Le réseau de téléphonie mobile Vodafone a environ 200 millions de clients. Google connaît plus d'1 trillion d'URL distinctes. Le but principal des algorithmes de détection est de faciliter leur lisibilité, et ce, afin de révéler les propriétés et les relations entre les acteurs d'un réseau qui ne sont pas disponibles à partir d'une observation ou d'une mesure directe. Donc, l'analyse de la structure est en effet essentielle pour la détection de communautés. Plusieurs travaux ont proposé des benchmarks pour essayer de représenter les différents types de réseaux qui existent dans la vie réelle. Tout cela nous amène à formuler 3 problématiques, à savoir comment détecter des communautés dans des réseaux sociaux homogènes, issus de matrices d'adjacence. Ces données sont dites à un seul mode ou à une seule dimension, en exploitant les idées issues de l'analyse formelle de concept. Ensuite, comment concevoir une approche de modélisation des réseaux sociaux hétérogènes issus de graphes tridimensionnels. Celle-ci sera orientée vers l'analyse et doit reposer sur un cadre méthodologique permettant de prendre en compte cet aspect tridimensionnel. De plus, l'analyse concernera la découverte de communautés et de relations dissimulées qui existent entre les liens de ce type de réseau. Les résultats obtenus serviront par la suite à la recommandation de liens et de contenus aux individus d'un réseau social, en s'appuyant sur des règles d'association triadiques extraites à partir de ces réseaux hétérogènes. Et enfin, comment étudier l'évaluation des méthodes de détection de communautés. Celle-ci portera sur l'élaboration d'un benchmark modélisant différents types de réseaux sociaux homogènes et hétérogènes en vue de classifier les méthodes de détection de communautés existantes, et ceci selon le type de réseau traité d'une part et la qualité des communautés obtenues d'autre part. Ce processus comprendra 2 parties. La première s'intéressera à la génération des différents types de réseaux selon des modèles probabilistes. La seconde concernera les tests de qualité de détection des différentes méthodes connues
et celle que nous avons proposée sur ce benchmark. Derrière ces trois problématiques se cachent plusieurs verrous scientifiques. Premièrement, la taille et le nombre des communautés ne sont pas connus a priori. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont hétérogènes et que peut apporter cette hétérogénéité dans l'analyse et la détection de communautés. Et enfin, la variété des structures des réseaux sociaux. Que peut-elle nous renseigner sur la qualité des communautés détectées? Bien, je vais maintenant aborder le travail d'état de l'art que j'ai réalisé au début de ma thèse. Donc, sur ce slide, je présente une taxonomie qui synthétise l'ensemble de ce travail. Et donc, par rapport aux trois problématiques que j'ai énoncées précédemment, j'ai d'abord identifié deux grands axes de recherche pour lesquels ensuite j'ai détaillé des familles d'approches à l'aide de méthodes représentatives. Ce que l'on constate, c'est que beaucoup de travaux ont été menés. Néanmoins, un certain nombre de lacunes ont été identifiées. Et ce sont ces lacunes qui ont constitué en quelque sorte le point de départ des différentes contributions apportées par mes travaux de recherche. La plupart des travaux qui existent dans ce domaine se scindent en deux grandes thématiques ou axes de recherche: la détection de communautés et l'analyse de communautés. La détection de communautés consiste à trouver les communautés dans un réseau donné sans connaître a priori ni la taille ni le nombre des communautés. La partie analyse des communautés, quant à elle, consiste à étudier les propriétés structurelles et sémantiques des communautés détectées et celles du réseau étudié. Notamment en ce qui concerne la détection de communautés, on remarque que les méthodes proposées, celles basées sur les graphes, sont limitées par la qualité des communautés détectées et celles basées sur l'AFC sont limitées par les résultats partiels obtenus. Ensuite, pour les réseaux socio-hétérogènes, aucun modèle en accord avec tous les chercheurs n'a été donné à ce jour, ainsi que l'apport de cette hétérogénéité n'a pas été beaucoup étudié dans l'analyse de communautés, ainsi que les applications liées à ces réseaux sociaux hétérogènes. Ayant présenté cet état de l'art, je vais vous présenter GNOME FCA, une méthode que j'ai développée pour la détection de communautés. L'identification de communautés est une tâche difficile à accomplir, car le nombre de communautés et leur taille ne sont pas connus a priori. L'idée principale de cette première contribution est de se baser sur l'analyse formelle de concepts pour proposer une méthode de détection de communautés. Celle-ci doit prendre en compte l'ensemble des acteurs du réseau social. Autrement dit, chaque acteur du réseau social sera affecté à au moins une communauté. Ensuite, nous adaptons la F-mesure dans le cas des classes multiples pour étudier la qualité de ces communautés obtenues en termes de précision, c'est-à-dire la capacité de l'algorithme à détecter les bonnes communautés du réseau social. Dans ce qui suit, je vais vous présenter la modélisation d'un réseau social par l'analyse formelle de concepts. Dans ce slide, nous montrons à gauche un exemple de réseau social représenté par sa matrice d'adjacence et son graphe. Il est composé d'un ensemble de 15 acteurs, numérotés de 1 à 15, et 32 arêtes. Pour pouvoir le modéliser par l'analyse formelle de concept, nous extrayons d'abord de ce graphe l'ensemble des clics maximales, notés A, B, C, D. Puis, à partir de ces deux ensembles, nous allons construire le contexte formel K, VCI, composé des ensembles d'acteurs de clic maximal, et I, la relation binaire qui lie les ensembles V et C. Cette relation est vraie si un acteur dans V appartient à un clic maximal dans C. Ensuite, nous pouvons générer l'ensemble des concepts formels qui sont des fermés ou rectangles maximal du contexte formel K. Une fois l'ensemble des concepts générés, ils seront ordonnés partiellement pour constituer un trié
complet. La figure à droite représente un treillis de concepts construit à partir du contexte formel K. L'étiquetage de ce treillis dans la figure est réduit au niveau des attributs, de sorte que l'intention du concept nœud est donnée par l'union des attributs apparaissant dans le nœud N, ainsi que ceux apparaissant dans les concepts qui sont plus petits que N. Par exemple, le nœud encadré en rouge avec l'étiquette C10,5 représente le concept 10, 4, 5, 7 et C. On peut lire aussi d'autres informations dans ce treillis de concepts. Par exemple, le haut du treillis ou suprêmum, comprenant les acteurs 11, 12, 13, 14, 15, indique qu'aucun de ces acteurs n'appartient à une clique maximale. Le bas du treillis infimum, il est vide, mais il montre aussi qu'aucun acteur n'appartient à toutes les cliques maximales. En revanche, les acteurs 2, 4 et 7 sont des parents de l'infimum et seront considérés comme des acteurs centraux dans ce réseau. Ici, nous présentons la méthode de Freeman, une des premières méthodes qui se base sur l'analyse formelle de concepts pour détecter des communautés. En effet, Freeman fut le premier à associer le concept formel de clique maximale au concept formel du treillis de Galois pour la détermination de communautés. Donc Freeman se base notamment sur la notion de chevauchement de clique maximale dans le treillis de Galois. Il détermine à partir du treillis de Galois un ensemble de cliques maximales dont au moins deux chemins allant dans sa position courante du treillis vers l'infimum ne sont pas de même longueur. Comme on peut voir sur la figure, ce sont les chemins en pointillés. Par exemple, de la clique maximale A vers l'infimum, nous remarquons que deux chemins existent, mais sont de longueurs différentes. L'un est de longueur 2, l'autre est de longueur 3. Il les appelle des cliques intermédiaires. Ensuite, il procède à l'élimination des arêtes partant de ces nœuds pour obtenir des groupes disjoints. Cette méthode offre de bons résultats sur les petits réseaux sociaux. Mais une fois que le nombre d'acteurs évolue dans le réseau et que le nombre de clics maximales devient plus grand, la construction du treillis devient une tâche ardue. Ensuite, on peut déterminer aussi que plusieurs acteurs appartiennent seulement à des clics intermédiaires et de ce fait seront éliminés lors du processus de détection. Et dans les grands réseaux, on remarque qu'un nombre important de clics intermédiaires existe. Et leur élimination implique l'élimination de plusieurs acteurs. Et de ce fait, la qualité de la détection diminue. Partant de ces limites, Falzon propose une nouvelle approche qui n'élimine pas ce type de nœud et la justifie à travers l'observation d'une propriété du treillis de clique maximale. Falzon suppose que la structure du groupe évolue parallèlement au modèle de chevauchement dans les couches du treillis en dessous de la première couche qui représente l'ensemble des cliques maximales. Si nous prenons à titre d'exemple le treillis dans cette figure, nous remarquons que les nœuds dans la couche 2 peuvent être parfaitement divisés en trois groupes disjoints, représentés ici par des rectangles. De cette façon, nous obtenons essentiellement la même structure que nous aurions eue en supprimant les arêtes des clics intermédiaires. Dans les grands réseaux, on s'attendrait à une structure de groupe plus raffinée chaque fois que l'on descend dans les couches du treillis. La complexité de la construction du treillis de Galois est connue pour être exponentielle, mais Falzon propose toutefois une méthode de construction qui ne calcule qu'en partie ce dernier, de manière moins complexe et qui classe tous les acteurs des clics maximales. L'idée principale de cette méthode est de définir des concepts de niveau I qui sont à distance K du concept de la couverture du graphe du treillis de clics maximal,
Ensuite, elle suppose que deux individus sont en relation CI seulement s'ils appartiennent à l'extension du même concept de niveau I. Et enfin, les groupes de niveau I sont des classes d'équivalence de CI. Les points négatifs de cette méthode, c'est qu'elle ne prend pas en charge l'ensemble des acteurs du réseau social. Elle prend en considération que les acteurs appartenant au clic maximal. Partant de ces limites, et tout en se basant sur le formalisme défini dans les slides précédents, notre approche permet d'apporter une solution qui combine l'approche de Falzon pour la détection de communautés avec une notion de la théorie des graphes, qui est l'adaptation de la fonction de modularité de Newman. Nous présentons ici notre méthode de détection de communautés GNOME-FCA, qui affecte chaque acteur du réseau social à une communauté. GNOME-FCA suit un processus d'identification de communautés selon 4 étapes. Dans la première étape, GNOME-FCA détermine les groupes de niveau GK en appliquant l'algorithme de Falzon sur une partie du réseau social, les acteurs appartenant au clic maximal du réseau, représentés par des couleurs rouge, verte et jaune dans ce slide. Puis, dans la deuxième étape, GNOME-FCA détermine l'ensemble des nœuds isolés, NA, c'est-à-dire les acteurs qui appartiennent au graphe et qui n'appartiennent à aucune clique maximale, qui sont entourés par des cercles en rouge dans ce slide. Dans l'étape suivante, et partant de l'hypothèse qu'un acteur appartient à un groupe lorsqu'il a au moins un lien avec l'un de ses acteurs, pour chaque nœud NI appartenant à l'ensemble des nœuds isolés, nous générons des conteneurs, et ceci à partir de l'ensemble des arêtes et de l'ensemble des groupes GK, qui contiennent l'ensemble des paires NI GK, c'est-à-dire nœud isolé et le groupe auquel il entretient un lien. Nous calculons ensuite la fonction groupe node modularité par rapport aux différents groupes avec lesquels NI a des liens, en supposant que le nœud NI appartient à chacun des groupes GK avec lesquels il partage un lien. Puis, nous comparons les différentes valeurs de Q de GK-NI, donc de groupe node modularité pour chaque nœud isolé, dans le but de la maximiser. Groupe node modularité, donc Q de G de NI, est obtenu de la manière suivante. Donc c'est la somme des EIJ du groupe GK moins la somme des AJ au carré dans les groupes attendus, GK étoile. C'est-à-dire les EJJ GK représentent la proportion d'arêtes à l'intérieur des groupes, c'est-à-dire le nombre d'arêtes dans le groupe GK en prenant en considération le nœud NI divisé par l'ensemble total d'arêtes dans le graphe. AJ GK étoile représente la somme des EJJ GK étoile, c'est-à-dire la proportion d'arêtes attendues dans le graphe GK, dans le graphe G, en assignant le nœud NI au groupe GK étoile. Enfin, dans la dernière étape, le nœud NI sera assigné au groupe dont la groupe node modularité Q de G de K de NI est maximale. Dans la dernière étape, notée 5, c'est-à-dire cette étape ne concerne pas la détection de communauté, mais l'évaluation de la qualité de la détection. Donc, pour évaluer la précision des communautés que nous obtenons à travers chaque niveau du treillis, nous avons adapté la fonction fMesure, issue du domaine de la recherche d'informations au contexte d'identification de communautés. La fMesure est calculée en fonction des mesures de rappel et de précision dans le cas des classes multiples. Les communautés sont considérées comme étant des classes et les acteurs des documents. Soit P un partitionnement, on a un nombre de groupes,
encadré en vert, une partition de V en cas communauté, telle que l'union de l'ensemble de ces groupes donne l'ensemble des acteurs du réseau social. Et l'intersection de chaque groupe est nulle, parce que nous ne considérons pas que les groupes que nous obtenons se chevauchent, en étant le cas où les groupes ne se chevauchent pas. Initialement, chaque nœud est attribué à une seule communauté, JJ. Cette attribution est déterminée soit par des études ethnographiques, sociologiques, politiques, pour les cas des réseaux sociaux issus du monde réel. Pour les réseaux synthétiques, on se base sur leur modèle de génération. En appliquant un algorithme de détection de communauté sur un réseau social, nous obtenons une partition, par exemple P', avec un ensemble de groupes notés de G', G1' jusqu'à GL1', qui ont les mêmes propriétés, dont l'ensemble représente l'ensemble des acteurs et l'intersection entre eux est nulle. Ensuite, nous comparons ce partitionnement avec la partition initiale. La half-mesure permet de mesurer le degré de similarité entre deux partitions, à savoir la partition initialement suggérée et la partition dégagée par un algorithme de détection de communauté. La half-mesure de la partition dégagée par rapport à la partition initiale est donnée par la formule F P de P. P de P'. La précision P de P' et le rappel P de P' de la partition sont donnés par les formules que vous voyez sur ce slide. La précision P d'un groupe représente le nombre d'individus correctement attribués à une communauté G', par rapport au nombre d'individus appartenant initialement à la communauté GI. Et le rappel G' de I, RG' de I, est le nombre d'individus correctement attribués à une communauté G' de I, par rapport au nombre total d'individus appartenant à la communauté G' de I. Ces mesures sont données par les formules suivantes. Donc notre F mesure que nous calculons se calcule par rapport au rappel et la précision globale de l'ensemble de la partition, et ces rappels et précisions sont obtenus par rapport au rappel et précision de chaque groupe. Sur ce tableau, nous présentons les résultats de la F-mesure calculée à la fois pour GNOME FCA et pour la méthode de Falzon. Les résultats obtenus montrent que notre méthode améliore la qualité de détection de communauté pour tous les réseaux. Nous avons pris des réseaux connus dans la littérature, par exemple le graphe de Zachary, Dolphin, graphe de football et Political Books. Nous remarquons que plus le nombre d'acteurs isolés augmente, plus l'écart de la F-mesure entre les deux méthodes est grand. Dans l'exemple du réseau social Dolphin, nous constatons que sur les 62 acteurs du réseau, 16 acteurs n'appartiennent à aucune clique maximale, ce qui représente 26% du réseau social, alors que ces 16 acteurs ne sont affectés à aucune communauté par l'approche de Falzon. Notre méthode permet d'affecter ces acteurs à au moins une communauté. Nous avons aussi mené des tests sur un benchmark de réseau synthétique, à savoir celui de Fortunato, en faisant varier différents paramètres, tels que le nombre de nœuds, le coefficient de mélange, le degré moyen et le degré maximum des nœuds, aussi le nombre de communautés. La figure montre la qualité de détection par rapport au coefficient de mélange, mu, pour les différentes tailles du réseau. Nous observons des courbes presque similaires pour les différents réseaux. Pour un mu variant entre 0 et 0,3, la détection est identique à celle proposée par le modèle. Entre un mu se trouvant entre 0,3 et 0,5, la qualité de détection est assez bonne, avec des valeurs de F-mesure supérieures à 75%. À mu égale à 0,6, la qualité de détection diminue, et la F-mesure se stabilise autour de 60%. Mais pour des valeurs plus grandes de mu, la qualité de détection devient médiocre. Ceci étant dû aux propriétés même du modèle,
qui ne permettent pas une bonne détection au-delà d'un mu supérieur à 0,7. Les résultats des tests révèlent aussi que la variation de la taille du réseau, de 200 nœuds à 25 fois plus grand, soit 5000 nœuds, influe très peu sur la qualité de détection. En revanche, le coefficient de mélange est un paramètre important qui peut détériorer la qualité de détection en augmentant. Dans ce qui précède, nous avons présenté notre méthode GNOME-FCA basée sur l'analyse formelle de concepts pour la détection de communautés. Nous avons proposé une fonction basée sur une modularité adaptée, appelée groupe node modularité, qui améliore une méthode de détection partielle proposée par Falzon en considérant tous les acteurs du réseau social. En outre, nous avons adapté une fonction issue du domaine de la recherche d'informations, à savoir la F-mesure dans le cas des classes multiples pour évaluer et comparer la qualité des communautés détectées. Enfin, nous avons validé notre approche par des expérimentations sur des réseaux réels et synthétiques. Les tests menés ont permis de démontrer que la précision de détection est importante, aussi bien que pour des réseaux issus du monde réel que pour des réseaux synthétiques. Après avoir présenté GNOME-FCA, notre méthode de détection de communautés orientée vers les réseaux sociaux homogènes, nous allons présenter ici notre approche d'extraction de règles d'association triadique pour la recommandation, qui est dédiée quant à elle aux réseaux sociaux hétérogènes. Nous avons tout d'abord fait une observation très importante, c'est que plusieurs jeux de données de la réalité correspondent à des relations ternaires. On peut citer l'exemple des réseaux sociaux où la participation de chercheurs à des conférences dans différents rôles montre l'existence d'une interaction entre trois ensembles de données. On peut citer aussi les folksonomies qui décrivent une relation ternaire entre les utilisateurs qui annotent des mots-clés tags à certaines ressources, par exemple des pages web, des articles. On peut citer aussi le domaine de l'OLAP, où les utilisateurs formulent des requêtes formées d'attributs. Des représentations tridimensionnelles et même multidimensionnelles de données se retrouvent dans plusieurs domaines d'application. Ce travail vise à la génération de règles d'association dites triadiques représentant des associations entre groupes d'attributs, item set valide, sous les conditions précises pour un support et une confiance spécifique. L'approche proposée comporte 4 étapes. Tout d'abord, la modélisation de données tridimensionnelles par des contextes triadiques. Ensuite, le passage d'un contexte triadique vers un contexte dyadique par aplatissement pour pouvoir produire des règles d'association dyadiques. Et finalement, la génération d'un ensemble de règles d'association triadiques par factorisation des règles d'association dyadiques. Cette démarche permet de proposer un cadre formel pour la modélisation des réseaux sociaux hétérogènes par l'analyse formelle de concepts, en vue de leur analyse. Dans ce qui suit, nous exposerons notre contribution et son application dans un système de recommandation. Le choix des données d'historique d'exécution, c'est-à-dire des fichiers log d'un système décisionnel, OLAP, est motivé d'une part par leur similarité avec les données issues de réseaux sociaux hétérogènes et d'autre part par la possibilité d'intégrer notre système de recommandation dans de telles applications, ce qui est difficile à réaliser dans des réseaux sociaux en ligne, tels que Facebook ou Google+, à cause de leur opacité. Nous nous intéressons ici particulièrement à 3 données contenues dans un fichier log de SQL Server, de requête, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, à savoir MSOLAP User qui recense l'ensemble des utilisateurs, dataset qui contient les requêtes ainsi que leurs attributs, et StartTime contenant la date et l'heure du lancement de la requête, qui sera utilisée pour déterminer à partir de quelle date sera exploité le fichier log. Ces 3 données sont facilement accessibles dans le log de requête des entrepôts de données, contrairement aux données sur les profils des utilisateurs, qui sont souvent cachés à cause de leur aspect privé. Une fois ces 3 ensembles extraits, nous pouvons générer notre contexte triadique.
En analyse formelle de concept, un contexte triadique est un quadriplé. K, par exemple R, U, A et Y, où R, U et A sont des ensembles qui définissent des requêtes, des utilisateurs et des attributs. Y représente une relation ternaire qui lie ces trois ensembles, où chaque élément, petit y, appartenant à la relation ternaire Y, représente un triplet, RUA. Autrement dit, une requête petit r est lancée par un utilisateur U et qui implique l'attribut A. L'étape suivante consiste à la génération du contexte dyadique et équivalent. Contexte dyadique équivalent est obtenu par la projection de l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble des attributs du contexte formel triadique K. Une fois le contexte dyadique construit, nous pouvons générer ainsi le treillis de Galois, comme nous l'avons exposé dans les slides précédents. On peut lire aussi des informations sur les treillis et extraire des règles d'association dyadique. Ces règles d'association sont conventionnelles. On peut donner l'exemple du panier de la ménagère. Quels sont les produits fréquemment achetés ensemble? Ces règles comportent un support et une confiance, comme le montre le calcul sur ce slide. Avant de présenter nos algorithmes qui permettent de générer les règles d'association triadique à partir de ces règles d'association dyadique, nous donnons ici la définition de ce qu'est une règle d'association triadique. Elle se présente sous la forme suivante: A implique D sous la condition C avec un certain support et confiance, et veut dire que chaque fois que A est vrai sous toutes les conditions dans C, alors D est vrai aussi sous toutes ces conditions. Une règle d'association BCAR, c'est-à-dire une règle d'association attribut conditionnel selon le formalisme de Biedermann, détermine les associations qui existent entre utilisateurs ayant comme condition des attributs. Autrement dit, ce type de règle nous permet de découvrir les relations qui existent entre les communautés d'utilisateurs à travers les attributs et mesures impliquées dans leur requête. Par exemple, la BCAR, U2 implique U1 avec condition l'attribut A1 et A2 avec un support de 20% et une confiance de 100%, veut dire que chaque fois que U2 soumet une requête qui contient les attributs A1 et A2, U1 fait de même. Une règle d'association condition attributionnelle selon le formalisme de Biedermann, une BACAR, détermine les associations qui existent entre attributs ayant comme condition des utilisateurs. Ce type de règle nous permet de découvrir les relations qui existent entre les attributs impliqués dans une requête à travers les utilisateurs qui la formulent. Par exemple, la BACAR A2 implique A4 avec condition des utilisateurs U2, U1 avec un support de 0,4 et une confiance de 1 est vrai lorsque pour chaque fois qu'une requête est soumise et qui implique l'attribut A2, l'attribut A4 est impliqué aussi dans la requête, à condition que le groupe d'utilisateurs qui la formule soit U1 et U2. Après avoir défini les différents types de règles d'association triadique, ici nous présentons nos algorithmes. L'algorithme principal triad a comme entrée un ensemble de règles d'association dyadique et en sortie les deux types de règles d'association triadique que nous avons énumérés. À la ligne 8, nous avons une condition qui permet de dire si une règle est éligible ou non pour devenir une règle d'association triadique et fait appel aux deux procédures permettant de produire. À travers cet algorithme qui a pour entrée l'ensemble des règles candidates et en sortie les BCAR, et ensuite à travers l'algorithme BACAR qui a en entrée aussi l'ensemble des règles candidates pour pouvoir produire des BACAR. Une fois ces deux ensembles de règles d'association triadique produites, nous pouvons les exploiter pour la personnalisation selon ce schéma. Donc le processus de personnalisation que nous proposons vient se greffer en dernière étape de notre modélisation. Donc c'est un cadre formel général qui peut s'appliquer à n'importe quel réseau social ou non qui a une forme tridimensionnelle et hétérogène. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, donc les BCAR vont servir à recommander des requêtes au groupe d'utilisateurs par rapport aux attributs qu'ils formulent dans leur requête. Par contre, les BCAR vont aider à enrichir la requête de l'utilisateur lors de sa formulation, en lui proposant de nouvelles
attributs par rapport à la communauté d'utilisateurs à laquelle il appartient. Notre système peut s'intégrer facilement à un réseau social en ligne. Supposons que des utilisateurs d'un réseau social connu tel que Google+, interagissent implicitement entre eux. C'est-à-dire ils regardent les mêmes films, étudient dans la même université, vont dans les mêmes restaurants. Une règle d'association triadique BCAR peut se créer entre ces utilisateurs et sera conditionnée par ces propriétés communes qu'ils partagent. Le système peut alors recommander de mettre en place un lien explicite entre ces deux utilisateurs à travers cette BCAR. Ce service est appelé la suggestion de contact dans Google+, mais son mécanisme de fonctionnement n'est pas ouvert au public. On peut aussi, à travers les BACAR, recommander aux utilisateurs d'une même communauté des avis formulés par les autres membres de la communauté en question. Par exemple, si un utilisateur recherche un restaurant italien via la recherche de Google et que l'un de ses amis en a recommandé un à proximité de chez lui, une annonce contenant son avis peut lui être proposée. Ce mécanisme est appelé recommandation partagée et que nous pouvons obtenir grâce à notre système. Pour valider notre approche, nous avons mis en place un protocole expérimental. Nous avons choisi des données synthétiques et réelles pour mener nos tests. Et nous avons implémenté Petriar, notre framework de personnalisation, dans un environnement très... Sur ces figures, nous exposons les différents résultats de tests que nous avons obtenus. On peut remarquer que nous obtenons des ensembles très compacts de règles d'association triadique par rapport aux règles d'association diadique. Aussi que on peut avoir une sémantique plus riche et un ensemble plus compact en rajoutant juste une étape lors du processus de leur détermination. Pour avoir une idée sur les temps d'exécution, par exemple pour le plus grand jeu de données TOT, 10 181 règles d'association diadique candidates ont été élues à partir de 600 000 règles d'association diadique pour devenir des règles d'association triadique. Et cela en 73 millisecondes seulement. À partir de ces règles candidates, nous avons obtenu en 2 millisecondes 2300 BCAR et 281 BACAR. Le bilan de cette deuxième contribution se résume comme suit. Dans un premier temps, nous avons modélisé des données tridimensionnelles issues des historiques d'exécution, c'est-à-dire des fichiers log, qui représentent un réseau social hétérogène en utilisant l'analyse formelle de concepts pour construire des contextes triadiques. Puis, nous avons proposé une nouvelle méthode qui permet d'exploiter les idées issues de l'analyse triadique de concepts pour générer des règles d'association triadiques à partir de ces contextes triadiques. Et ceci en exploitant seulement les règles d'association diadiques, sans avoir à manipuler des concepts et des générateurs triadiques. Nous avons ainsi pu montrer comment obtenir des règles d'association triadiques de type BCAR et BACAR, moins nombreuses et plus compactes que les règles diadiques, tout en véhiculant une sémantique plus riche. Ensuite, pour valider notre application à la personnalisation de requêtes décisionnelles, nous avons développé Petriar, un prototype logiciel permettant d'extraire ces deux types de règles à partir des fichiers log. Puis procède soit à la recommandation ou à l'enrichissement de requêtes selon le besoin de l'utilisateur. Les débouchés de ce travail sont multiples. Nous planifions de mener des tests sur des données historiques d'exécution similaires, telles que les services web ou bien les réseaux sociaux en ligne, afin de pouvoir estimer l'impact de la recommandation que nous proposons à des réseaux sociaux hétérogènes, modélisés par des contextes triadiques. Après avoir présenté l'état de l'art de ma thèse et mes deux principales contributions, je vais maintenant introduire les travaux qui sont en cours de réalisation. Nous proposons maintenant d'étudier dans quelle mesure la connaissance de la structure d'un réseau social, c'est-à-dire quelle loi probabiliste décrit au mieux la distribution de degrés de ces nœuds, renseigne sur la structure sociale, c'est-à-dire quelle méthode est le mieux adaptée pour détecter des communautés. Les méthodes de détection de communautés proposées varient considérablement en termes d'approche et d'application, ce qui rend difficile à les comparer. La détection de communautés est potentiellement très utile et les chercheurs d'un certain nombre de domaines peuvent être intéressés à utiliser une ou plusieurs des méthodes
à leur propre fin. Mais laquelle? Pour que l'analyste soit en mesure de prendre une décision éclairée quant à la méthode la plus appropriée à ses besoins, on offre d'étudier l'impact des différents types de réseaux sociaux sur la qualité et le temps d'exécution des différentes méthodes de détection de communauté. Au final, ces travaux ont fait l'objet de plusieurs publications à l'échelle nationale et internationale, dont le bilan est sur ce slide. Merci pour votre attention. Je suis prêt à vos éventuelles questions et remarques.